Oui, oui, j'ai une question par rapport à ce que vous avez écrit dans le forum de discussion. Vous avez mentionné que il y a un problème des artisans réparateurs qui changent des pièces de système PES et qu'il faut bien vérifier que les pièces qui sont correctes sont installées. Euh, Est-ce que, selon vos expériences, qu'est-ce que vous avez pu faire pour assurer que ouais, les équipements, le panneau étaient corrects en termes de qualité, marque, spécification? Je ne sais pas si vous avez d'expérience là-dessus en attendant l'arrivée d'autres personnes, sauf si on a beaucoup de personnes qui nous attendent dans la salle d'attente. Voilà. Ok. Oui. Mhm. Bon, selon mes expériences, à l'installation de PSS, il n'y a pas de problème parce que nous, techniciens qui connaissons un peu ces matériels, nous les certifions aux entreprises et nous rejetons ceux qui ne sont pas conformes. Moi, je parle, c'est quand, après la réception ou après qu'on a déjà remis l'ouvrage à la communauté n'a pas d'expertise pour la maîtrise des pièces de rechange. C'est pour cela que certains artisans réparateurs véreux au moins abusent de confiance de la communauté en remplaçant peut-être des pièces qui ne sont pas conformes et ça ne résout pas en sorte le problème et la panne devient de plus en plus récurrente et du coup ça démotive aussi la communauté de continuer. Donc c'est sur ces lancers que j'avais dit que bon il y a des artisans réparateurs qui ne veulent pas euh, changer les pièces qui sont conformes selon nos descriptions. Oui, alors oui. Et oui, Marion, ouais. Mhm. Non, merci. Merci pour ce partage. Effectivement, ça questionne peut-être les modalités de gestion des systèmes. C'est vrai que peut-être s'il y avait des opérateurs privés qui étaient responsables de ces systèmes pendant peut-être 3, 4, 5 ans avec des contrats de gestion, peut-être que eux auraient plus la capacité de reconnaître une pièce de qualité comparé à la communauté directement. Donc parfois on n'a pas forcément envie de passer par des opérateurs privés parce qu'on a peur qu'ils se fassent de l'argent sur nos systèmes, mais ils ont aussi la capacité d'être un petit peu plus formés et, et du coup de savoir quelles sont les bonnes pièces, quelles sont les bonnes marques, la bonne qualité au moment de les changer. Donc parfois, c'est peut-être ça vient peut-être un petit peu questionner la modalité de gestion des systèmes que vous avez. Je sais pas ce que tu en penses, Tom. Ah, tu es en mute. Oui, non, je trouvais juste, là, oui, j'ai posté dans le chat votre recommandation que vous avez fait, euh, qu'il faut vulgariser les apprentissages dans cette technologie dans le milieu communautaire pour que cette couche ait les connaissances pour ne pas faire duper par les artisans malhonnêtes. Ah Euh, oui, aussi, c'est une solution. Soit il faut former les communautés, soit il faut former des opérateurs privés. C'est une solution ou une autre. Je suis Oui, d'accord. justement, c'est bien cela. Ah, je vois aussi mon collègue qui se joint à nous, Shurunga. Bonjour, Churunga. Pour rappel, tous deux, nous sommes de World Vision, mais je suis trop dans la ah, réponse, mais lui, il est dans le développement. Ok, donc il y a une partie développement au Tchad avec World Vision. Ouais. C'est intéressant. Surtout ceux qui sont dans l'équipe de parrainage sont presque dans le développement et nous, des graines, nous sommes tous dans les urgences. Hmm, d'accord. C'est très intéressant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'ai l'impression que vous êtes que tous les deux pour l'instant. Euh, hop, passer sur ma slide d'après. Peut-être on peut discuter jusqu'à présent, peut-être Highway ou bien Turunga. Vous pouvez peut-être nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus intéressant dans le cours jusqu'à présent.
Bon, pour moi, à mon avis, j'ai trouvé que le cours est trop orienté dans la pratique, surtout les critères de durabilité, que quand nous entrons en profondeur avec l'outil TAF, je reconnais vraiment que c'est des processus et des étapes à absolument à franchir pour vraiment implémenter le PSS dans dans les communautés où nous misons trop sur la durabilité. C'est là où je suis en train de voir que c'est vraiment trop pratique pour la durabilité dans les cadres des projets de développement surtout. Hmm. D'accord, merci. Merci pour ce partage. On va encore attendre que quelques personnes se connectent. Il est à peine 15h02. Enfin, peut-être un petit peu une heure plus tôt ou plus tard pour vous. En tout cas, on a juste passé de 2 minutes, donc on attend 3 minutes de plus pour que tout le monde se connecte. Toujours en mute. Euh, je profitais, je vois que Turunga, est-ce que vous êtes basé au même endroit que Laiwe ou aux endroits différents du pays? En tout cas, Turunga, Il- oui. oui, est-ce qu'il est près de son ordinateur ou pas? Sinon, on est, la distance qui nous sépare, c'est plus de 2000 kilomètres. Oh, wow, ok. Lui, il est à l'extrême sud, moi, je suis à l'extrême est. D'accord. Ok. Donc, Marion, j'ai posté dans le chat le constat de le pas de Turunga et je crois que il faisait partie de groupes pour lesquels vous étiez actifs. Donc, je pense que aussi, toi, vous avez aussi répondu avec une question. Donc, au cas où il revient, on peut Ouais. aussi reprendre cette question en attendant. Je vois que Valérie est aussi avec nous. Super. Bonjour Valérie. Bon, on va peut-être démarrer un petit peu, ça va faire venir les autres. On va se dire ça comme ça. Ah, bah voilà, on a Sekou qui vient de se connecter. Bonjour Sekou. Du coup, si vous souhaitez participer un petit peu, en attendant que tout le monde se connecte. Bonjour Marion, Ah, bonjour désolée, Valérie. j'avais le micro fermé. Bonjour. Bonjour Valérie, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus intéressant dans le cours jusqu'à présent? Hum, Ce que j'ai vu de plus intéressant dans le cours, c'est bon, déjà avec les exercices pratiques et les quiz, ça nous amène à creuser davantage pour comprendre et qu'il ne suffit pas seulement de vouloir installer un système de pompage d'eau solaire. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Souvent, on installe les systèmes et après, on a des problèmes de gestion. Et quand je suis le cours, je comprends pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à analyser, notamment sur les utilisateurs, les producteurs, ainsi que les institutions, afin de s'assurer de la disponibilité des équipements, même de l'acceptation de la technologie par les utilisateurs, du contexte de la zone. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et nous, on ne le faisait pas. Nous, on ne le faisait pas avant. On ne le faisait pas avant systématiquement comme ça. Peut-être seulement, et vu le contexte du Burkina et l'utilisation de l'énergie solaire, on l'utilisait comme ça sans. Et après, il y avait des soucis de gestion. Et même dans des zones, il y a des soucis d'acceptation pour payer l'eau et pour la maintenance des ouvrages. Donc, avec ce cours, ça me donne beaucoup de ressources pour pouvoir analyser, aller en profondeur, creuser davantage et pouvoir proposer des solutions
plus durable en prenant en compte les avis, les considérations de tout un chacun. Merci. Ah, merci beaucoup pour tous ces détails. C'est vrai que c'est un petit peu l'objectif de ce cours-là, c'est d'essayer de faire se rendre compte que malgré le fait qu'on est des ingénieurs et qu'on a très envie que le système soit bien dimensionné, qu'il y a aussi plein d'autres choses à prendre en considération, qu'il n'y a pas que la partie technique, qu'il y a énormément d'autres choses à prendre en considération et qu'il y a l'avis des différentes parties prenantes. Donc c'est très intéressant comme partage. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a un guide fidèle qui vient de nous rejoindre. Bonjour, on a Zoé. Zoé Wend, c'est Jocelyn ou Jocelyne peut-être, j'arrive plus à voir. Allô, Bonjour. bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez? Oui, Je bonjour, suis c'est Konaté Sekou. Bonjour. oui, je voulais intervenir un petit peu par rapport à l'installation des pompes de PS. Surtout ici en Afrique, où notre contexte même est vraiment instable, avec des conflits par-ci par-là. Donc nous, en tant que les humanitaires, nous, on est prêts à être souvent là. Donc des fois, ça posait des problèmes. Mais avec le courage, j'ai eu à comprendre exactement. Parce qu'il ne faut jamais les pieds directement dans la zone sans pouvoir faire des évaluations préalables. Donc, est-ce que la technologie est-elle adaptée là-bas, dans la zone où encore, est-ce que le système est suffisamment élevé pour pouvoir vraiment installer ces PS? Donc, c'est une très bonne euh, qui pour Mali. Allô? Ouais, c'est un petit peu entrecoupé, on vous a pas très très bien entendu. Mais si je peux résumer, j'ai l'impression que vous dites que cet outil est très important parce que ça permet d'analyser est-ce que l'environnement est compatible avec l'installation d'un PESS, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Ok, Oui, merci. oh, je peux rajouter encore là, encore s'il n'y a pas Oui, de là. Allô? oui, allez-y. C'est ce que je dis, surtout ici, dans notre contexte où la zone, où le pays même est très, très instable, souvent avec des conflits par-ci, par-là. Donc, en tant que nous, les humanitaires, nous, on est aptes voilà, à être là-bas. Souvent, on a tendance à bien faire les choses, mais en réalité, on verra bien que dans quelques jours ou quelques mois, on va voir les défaites que nous avons pris dans ces zones-là, dans ces zones reculées, surtout des zones enclavées très lointaines dans les villes très lointaines à Bamako, même à Nemo. Voilà. Donc, avec ça, avec l'outil-là, donc, on pourra vraiment faire une très bonne évaluation, donc de comprendre réellement est-ce que le besoin même est-ce que le besoin, la, l'installation de la technologie même, est-ce que c'est favorable dans ces zones-là? Tout d'abord, est-ce que le contexte même, est-ce que la population a-t-il réellement besoin de ces installations-là? Donc, avec ce cours-là, ça m'a vraiment guidé, ça m'a vraiment guidé à bien évaluer, à bien vraiment voilà, voir le contexte et puis la pauvreté souvent de ces villages, de ces populations-là. Parce on peut dire qu'il y a un tarif qui est là, mais et la population a du mal vraiment à payer ces tarifs-là. Donc, souvent, ils préfèrent des eaux qui sont très, très faciles, des eaux qui stagnent en dehors même, qui sont malpropres, impropres même, qui ne sont pas du tout pures. Donc, il essaie voilà, de consommer ces eaux-là que des pays. Mais avec l'évaluation, on pourra mener une très bonne sensibilisation de les faire comprendre que l'eau qu'ils utilisent là, comme des PS là, c'est efficace par le goût. Donc, merci à vous. Donc, le réseau est instable. Il y a la pluie qui est là, un tout petit peu. Merci à vous. Merci, merci pour ce partage d'expérience. Effectivement, hein, ce cours et cet outil, il est beaucoup plus efficace dans des zones rurales, puisque les différents acteurs et les parties prenantes
sont peut-être un petit peu plus délaissés que dans des zones citadines. Donc, tout cet outil, toute cette analyse que vous effectuez en amont d'une installation d'un PESS, ou bien, vous allez le voir, hein, cet outil, il est aussi utilisable pour le cas où il y a déjà un PESS qui fonctionne pas très bien et on veut comprendre pourquoi. Il n'y a pas que la partie technique, il y a aussi toutes les parties, voilà, on l'a vu, hein, environnementales, sociales, financières qui rentrent en compte et qu'il faudra analyser pour voir pourquoi un système ne fonctionne pas. Donc, dans des zones rurales, reculées, comme vous le dites, un peu délaissées par les institutions, c'est intéressant d'analyser tout ça. Bah, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Augustin. Bonjour tout le monde que je ne verrai pas. Je n'arrive pas à voir tout le monde avec mon écran, mais en tout cas, merci de nous rejoindre. Voilà, on va commencer le dur de la réunion d'aujourd'hui. Donc on attaque, hier on a attaqué la semaine 4 du cours. Bon, pour ces webinaires, je rappelle un tout petit peu les règles de participation. Si votre connexion Internet est suffisante et que ça ne fait pas bugger toute la réunion, vous pouvez allumer vos caméras, comme ça, au moins quand vous parlez, pour essayer d'avoir un meilleur échange avec tout le monde. Si vous parlez pas, vous coupez vos micros pour ne pas brouiller un petit peu les ondes pour tout le monde. Vous pouvez utiliser l'icône lever la main. On n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc n'hésitez pas à lever la main quand vous avez des questions ou quand vous voulez intervenir. On valorise vraiment beaucoup les échanges au Global Water Center. Je pense que vous l'avez vu, hein, à travers les forums de discussion. On favorise vraiment ça parce que vous êtes déjà tous des professionnels du secteur. Et donc, vous avez tous et toutes énormément de choses à vous apporter. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à intervenir. Je vois que Jocelyne a fait le même constat que vous, hein. Elle dit l'eau est perçue comme une ressource naturelle qui ne doit pas être monnayée. C'est ce que vous disiez, hein. C'est important de faire du plaidoyer auprès des communautés euh, pour la tarification de l'eau et sa durabilité. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Les sessions, elles sont enregistrées et elles sont partagées sur le site du cours à la suite. Euh, Petit rappel bref des objectifs d'apprentissage de ce cours. Évaluer la pertinence et l'applicabilité d'un système PESS. Analyser les opportunités et les risques liés au PESS dans un contexte rural. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ce cours est très adapté au contexte rural, reculé, un petit peu délaissé. Recommander des améliorations au programme utilisant des PESS et promouvoir les PESS comme un moyen d'améliorer la durabilité et l'équité des systèmes d'approvisionnement en eau. Cette semaine, vous l'avez remarqué, donc on va commencer à analyser comment on va identifier et prioriser les mesures nécessaires pour améliorer la qualité et les performances des systèmes de pompage par l'énergie solaire. Donc les semaines dernières, on a passé du temps un petit peu si je puis dire, poser le problème, dire OK, quel est le problème? Et cette semaine, l'objectif de ce module, c'est se dire OK, bah maintenant, avec ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Du coup, voilà, ça c'était le programme. Donc, je vous le rappelle, on a vu le module 1 et le module 2 jusqu'à présent. Donc là, on est à la semaine 4, la semaine qui va du 10 au 16 août. Et voilà, on est dans la partie que pouvons-nous faire? Donc, petit rappel, il reste plus que cette semaine et puis la semaine prochaine pour terminer le cours. Donc, il reste plus que 10 jours.
Euh, donc voilà, c'est le moment de rattraper vos retards si vous n'avez pas encore terminé le module 1 et le module 2. Pour rappel, il faut à peu près entre 5 à 8 heures par semaine. Donc si vous êtes un petit peu en retard, il vous reste encore 10 jours. Mais voilà, n'attendez pas la dernière minute. Juste pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, tous et toutes, je vais lancer un petit sondage pour savoir, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein, et puis en plus, c'est anonyme. Donc voilà, est-ce que vous vous sentez très en retard par rapport au programme que je viens de présenter? Est-ce que vous vous sentez plutôt sur la bonne voie? Est-ce que vous trouvez votre rythme? Ou bien est-ce que vous êtes vachement en avance et personne ne peut vous arrêter? Je vous laisse un petit temps pour répondre. Je vais vous remettre la slide d'avant pour que vous regardiez un petit peu le programme et que vous voyez si vous êtes plutôt en retard ou bien en avance. Marion, je pense que je suis un peu en retard pour certaines discussions, donc, mais j'arrive. Euh, Moi aussi, je suis un petit peu en retard. J'ai commencé les discussions du module 3 hier, hmm. Moi, j'ai mais commencé à aujourd'hui. peu près à l'heure. C'est plutôt sur le cours en anglais, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais Tom et moi, nous gérons le cours en français et le cours en anglais. Et vous avez de la chance parce que je suis plus en avance sur le cours en français que sur le cours en anglais. Mais on leur dira pas. Ok, donc je vous partage les résultats. J'ai l'impression que d'entre vous, vous êtes quand même plutôt sur la bonne voie, donc c'est bien, félicitations. Et il y a juste une personne qui se sent un petit peu à la traîne. Donc pour cette personne-là, vous avez encore le temps de rattraper votre retard. Il y a la fin de cette semaine, puis il y a tout le week-end. Si vous avez le temps de travailler un petit peu ce week-end, ce serait pas mal pour rattraper le retard pour terminer la semaine prochaine. Voilà. Euh, alors du coup, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on disait, hein, le module 3, c'est vraiment maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, je rappelle un petit peu le processus d'analyse du TAF, le cadre d'analyse des conditions d'applicabilité des technologies. Donc, on avait l'étape 1 qui était la présélection, le criblage, tout ça, présélection, le criblage, le besoin, l'applicabilité. Donc là, vraiment, on posait la question, quel est le problème à l'heure actuelle? Dans le module 2, on s'occupait de l'évaluation et de la présentation des résultats. On se posait la question de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et maintenant, on rentre dans la partie interprétation et conclusion. Interprétation, recommandation et conclusion. Donc vraiment, on se pose la question de que pouvons-nous faire? Euh, donc, c'est l'étape 4, hein, je disais, que pouvons-nous faire? Euh, En gros, dans cette étape, on va identifier les mesures que nous pouvons prendre pour réduire le risque que les dimensions auxquelles nous avons attribué une note rouge ou négative qui entraîne une mauvaise performance ou bien un échec du PESS. Globalement, il va s'agir de déterminer si certaines dimensions qu'on a marquées en gris, donc point d'interrogation, pourraient constituer des facteurs de risque. Et bah, on veut aussi surveiller les dimensions qu'on a mis en jaune. Donc en gros, dans notre graphique, tout ce qui n'est pas en vert, en fait, on va venir le regarder beaucoup plus en détail. Alors évidemment, il y a les parties qu'on a mis en rouge ici. Il va falloir venir les regarder et voir si c'est un no-go complet pour des PESS ou bien sinon on peut venir agir là-dessus. Il va aussi falloir venir, comme je l'ai dit, regarder les points d'interrogation. Va falloir venir peut-être faire des études complémentaires
pour vérifier que ces éléments ne vont pas devenir rouges plus tard. En gros, pour ceux qui font de l'urgence, ça va vous parler. En gros, ce qu'on va faire ici, c'est un triage. Donc, en fait, on va prendre chaque dimension et on va identifier si vraiment ça c'est une urgence, on va le gérer, ou bien si ça peut attendre un petit peu, ou bien s'il faut aller faire des analyses complémentaires. Ouais, c'est un petit peu comme si vous arriviez aux urgences à l'hôpital aussi, hein. C'est, si vous arrivez aux urgences à l'hôpital, ils vont venir regarder, est-ce que vous êtes une urgence vitale? Est-ce que vous avez besoin peut-être de plus d'analyse pour comprendre ce que vous avez pour savoir si c'est une urgence ou pas? C'est un petit peu ça qu'on va venir faire dans ce module. Donc là, par exemple, euh, s'il y en a un d'entre vous qui souhaite lever la main pour faire des suggestions, faites-le. Mais en gros, ici, quelles recommandations feriez-vous pour améliorer les dimensions qu'on a mises en rouge ici? Je vais le mettre de manière définitive. Ces dimensions qui sont en rouge ici, est-ce que quelqu'un peut me faire une recommandation pour les améliorer? Donc là, on est bien du point de vue des régulateurs, des investisseurs, des bailleurs de fonds, des partenaires techniques. Et on a quatre éléments qui sont en rouge. Donc on a la dimension environnementale, on a la dimension institutionnelle légale, on a la dimension compétences, connaissances et on a la dimension technique. Est-ce qu'il y a des suggestions? Non, Tom, tu as une suggestion? Donc, Bon, bonjour à oui, tous. Sylvain, allez-y. Ah, super Sylvain. Ouais, euh, j'espère que vous allez tous bien. J'ai intégré un peu avec juste quelques minutes de retard le webinaire. Bon, déjà, il y a une question, mais avant peut-être de répondre, je voulais avoir un peu plus de précision. Je crains que j'interprète un peu pas vraiment bien ces graphiques. Et je voulais d'abord avoir assez de précision sur la bonne façon d'interpréter ça. Et après cela, on pourrait proposer de solutions. Parce que justement, même s'agissant de la validation de l'examen pour le module D, il y a des questions qui sont liées à ces graphiques. Même dans le groupe de discussion, tout repose sur l'interprétation de ces graphiques. Bon, en tout cas, j'ai essayé la fois passée l'examen, j'ai pas pu le valider. Je me dis peut-être c'est moi qui interprète mal et peut-être si vous pouvez nous aider à mettre un peu plus au clair cette interprétation et cela pourra nous permettre d'un peu plus évoluer. Voilà. Ouais. Oui, carrément. Alors, c'est vrai que ces profils graphiques, c'est un résumé, hein, mais c'est un résumé de ce qu'il y a à l'intérieur c'est un résumé de ce qu'il y a à l'intérieur du fichier d'aide à la décision. Alors, je vais essayer de rentrer dedans pour que on puisse tous voir. Hop, tac. Alors, on va rentrer vraiment dans ce fichier. Alors, il faut que je partage plutôt ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Tom, tu peux me Très bien. confirmer? Ouais, ok, très bien. Alors, du coup, dans ce fichier-là, bon, là, du coup, c'est un graphique qui est différent de celui que vous avez. Euh, mais du coup, c'est le résumé. Donc là, si vous allez regarder dans ce fichier, vous voyez que on est sur légal institutionnel P17. Donc après, si je vais dans mon onglet qui s'appelle légal institutionnel et P17, alors là, vous n'allez pas bien voir parce que c'est en trop gros. Donc, oups.
Le P17, donc on va regarder, c'est celui-là. Donc en gros, le rouge, il correspond à cette question-là. Cette question, on va la lire. Elle nous dit, cette technologie est-elle conforme aux normes et stratégies nationales et aux normes nationales de qualité? Le niveau national et local dispose-t-il des capacités suffisantes pour exercer le contrôle qualité de cette stratégie? Donc là, je rappelle, on était dans la partie légale et institutionnelle du point de vue du régulateur. Donc en gros, ce qui n'est pas, enfin ce qui a la note rouge, c'est la réponse à cette question-là. Donc là, on peut regarder, parce qu'il y a des commentaires, il y a des commentaires ici, mais vous, quand vous allez faire cette analyse vous-même pour votre projet, bah, vous allez vous rappeler pourquoi la note est rouge. Mais globalement, ici, on a des détails. Donc, on nous dit, l'ONG locale impliquée dans ce projet a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de directives standards pour former les équipes de gestion communautaire à l'exploitation et à la maintenance. Et on ignore s'il existe des directives nationales pour la conception et l'installation de cette technologie. La pratique montre que l'autorité chargée de garantir la qualité des travaux réalisés dans ce domaine n'a pas rempli son rôle avec succès. Donc voilà, si je reviens dans mon profil sommaire, en gros, si vous regardez la partie légale, institutionnelle du point de vue du régulateur, on a bien donc le régulateur qui est l'État, hein, souvent c'est l'État ou bien la commune ou bien l'investisseur, ça peut être une ONG, ça peut être le bailleur de fonds directement. Oui, L'animateur, c'est souvent une ONG. oui, Ou, voilà. Donc là, si on a un moins, c'est-à-dire que très souvent, dans ce cas-là, il n'y a pas le cadre légal qu'il faut pour l'implémentation de cette technologie. Donc, dans beaucoup de pays, je sais qu'il n'y a pas encore de normes nationales concernant l'installation de PESS. Dans beaucoup de pays, c'est une nouvelle technologie, hein, c'est une technologie qui a été implémenté depuis à peine 10 ans, donc c'est plutôt récent pour la plupart des pays. Et il n'y a pas encore de normes nationales. Donc tout le monde va faire un petit peu n'importe quoi en ce qui concerne l'installation de ces systèmes. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir, ce profil graphique et qu'il faut essayer de l'interpréter. Vraiment, si vous avez des doutes sur l'interprétation de ce profil graphique, revenez dans le fichier Excel. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Euh, Là, par exemple, si je vais reprendre un autre exemple. Je vais prendre cette case-là. Donc, cette case-là, je suis du point de vue des producteurs, des fournisseurs dans le critère de durabilité technologique. Donc là, si je vais dans le critère de durabilité technologique et que je me mets du point de vue des, euh, des fabricants, des fournisseurs, je descends et on me dit, la question en fait à laquelle on répond, c'est existe-t-il des chaînes d'approvisionnement viables ou peut-on les créer pour cette technologie et les pièces détachées dans la région ciblée? Y a-t-il un système de suivi des usagers une fois que la technologie est lancée sur le marché? Euh, donc ça, je pense que c'est un souci que vous avez dans beaucoup de pays, hein. Donc on est aux producteurs, fournisseurs, la partie technologique. Donc la question à laquelle on répond, c'est est-ce qu'il existe des chaînes d'approvisionnement viables ou est-ce qu'on peut les créer pour les pièces détachées dans la région ciblée? Ça, je pense que c'est dans beaucoup de pays, on a ce souci-là, c'est que une fois que la pompe tombe en panne, eh ben, on ne retrouve pas la même pompe ou bien on trouve des pompes de mauvaise qualité, des malfaçons. Non, pardon, des contrefaçons, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Des pompes de contrefaçon. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de trouver des boîtiers de commande de pompe. Et je me dis, c'est pas le boîtier de commande Grundfos, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des boîtiers de commande Grundfos. Je me dis, celui-là, je le reconnais pas. Et en fait, on a juste le fabricant ou bien l'installateur qui a collé une étiquette Grundfos sur un contrôleur de pompe qui n'est pas du tout un contrôleur Grundfos.
Donc voilà, c'est pour dire que très souvent, on n'a pas la chaîne d'approvisionnement nécessaire pour les pièces détachées. Et donc là, voilà, il y a un point d'interrogation. C'est sûrement qu'il n'y a pas la chaîne d'approvisionnement nécessaire et on se pose des questions de comment est-ce qu'on va faire pour la développer. Très souvent, il faut peut-être juste contacter bah, le fournisseur international. Par exemple, je reprends encore le cas de Grundfos, mais ça peut être Lorentz pour les pompes. On peut juste les contacter et leur dire, bah voilà, nous, on va installer une dizaine de systèmes PESS avec vos pompes. Est-ce que vous avez un revendeur officiel local? Et est-ce que vous pouvez vous assurer qu'il ait toujours du stock? Donc voilà, ça c'est un petit peu sur comment interpréter ce graphique. Je ne sais pas si c'est plus clair, Sylvain. Oui, c'est plus clair. Là, je comprends au moins. Donc déjà, c'est bien. En fait, les soucis s'étaient liés beaucoup plus à l'interprétation de ces fichiers Excel dans le module. Donc, c'est comme si c'est moi qui l'interprétais un peu mal. Mais là, c'est bon. Déjà, je pense que je vais au moins valider mon examen. Hmm. Pas Je de vais au problème. moins le N'hésitez valider. pas Ouais. à Ouais. re-rentrer dans le fichier Excel et regarder vraiment Ouais. les détails des questions. En tout D'accord, cas, d'accord. en tout cas, de ma part, ça m'a pris plusieurs reprises pour bien comprendre ce Prends- que tu dis et même je suis toujours en train d'apprendre. Donc, Voilà, c'est justement, en tout c'est cas, normal. moi-même, Mhm. c'était ça le petit challenge. Mais là, je crois que comme c'est passé, ça va évoluer vite. Et au moins, je vais déjà Hmm. commencer le troisième module déjà. Ouais. Ah, mais très bien. Merci. Merci, hein. Ouais. Est-ce, est-ce que du coup, il y a des suggestions est-ce qu'il y a des suggestions pour améliorer certains éléments? Certains éléments là que j'ai mis en rouge, vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais Hmm. si vous le souhaitez, par exemple, on va aller regarder celui-là, là, celui que je mets en vert ici. Est-ce Ouais. que vous voulez nous donner une suggestion pour améliorer ce point rouge-là? Donc, déjà, côté régulateur, investisseur et partenaire technique, et puis la dimension environnementale. Je crois C'est bien ça. c'est ça. Bon, bon, je pense que déjà, parlant déjà de régulateur, savoir déjà l'État. Bon, généralement, l'État ou bien le ministère de tout ce qui est environnement, énergie et tout. Bon, moi, je pense que les aspects à améliorer seraient peut-être d'initier tout ce qui est, du moins de s'assurer qu'on est vraiment en règle avec tout ce qui est normes et en vigueur en local, hein, dans la zone où on intervient et tout ce qui est normes en lien avec la protection de l'environnement et tout ce qui va avec. Parce que dans certains pays déjà, par exemple, avec toute cette histoire de réchauffement climatique, on cherche à réduire soit le reboisement ou même l'usage des produits, donc des énergies fossiles, quoi. Donc, par exemple, déjà, si on initie toutes les personnes concernées, on se rassure déjà que toutes les normes en vigueur en local, ils sont suivies et on est en ordre avec ça. Ça peut déjà améliorer l'acceptance et peut-être aussi promouvoir cet aspect qui est en baisse sur ces graphiques. Et côté partenaire technique, donc déjà, on doit faire à ce que tout ce qui est technologie achetée va aussi dans le même sens du moins de la protection de l'environnement et ne nuit pas aux règles en vigueur. Bon, je pense qu'il y a aussi des investisseurs aussi qui ne peuvent pas aussi soutenir des projets qui vont pas aussi dans le bon sens côté protection de l'environnement. Donc, tous ces aspects devront être pris en compte en amont et dans l'étude du projet. Je pense que c'est tout ce que je peux partager vis-à-vis de ces points. Donc, Ouais, c'est vraiment un peu ça. Ouais. merci. Ouais, c'est des très bonnes Ouais. suggestions, hein. Il y a un élément essentiel que vous avez dit qui est celui des normes.
Ouais. Euh, et effectivement, là, on parle beaucoup de la protection de l'environnement, mais Hmm, notamment dans le cadre des systèmes PESS, on a souvent hmm, parfois un manque de lois ou bien de normes pour éviter la surexploitation des forages. Et parfois, bah, l'État va peut-être autoriser la construction de quatre ou bien cinq forages les uns à côté des autres parce qu'il n'y a pas vraiment de normes bah, pour cela. Et du coup, bah, on va peut-être tarir complètement la nappe phréatique à cet endroit-là et du coup menacer la durabilité à long terme des ouais. systèmes. Mais Donc, hmm, hmm. Justement, ce sont des cas, bon, moi, c'est un cas que je vécu dans ma zone actuellement. Bon, ok. déjà, à force de ne pas faire assez d'études avant le projet de forage, il y a même des forages qui échouent simplement parce ils n'ont pas, il n'y a pas eu d'études géologiques avant de procéder à l'action. Donc, par exemple, on creuse et puis on va en dehors, on n'atteint pas soit la nappe et d'un coup, ça devient tout un projet qui échoue ou carrément on creuse d'ici et là et ça devient déjà un gaspillage des ressources, ce qui a déjà un impact côté investisseur et aussi partenaire technique. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de faire tout ce qui est étude avant, avant projet et se rassurer que les résultats qu'on aura seront réellement les résultats attendus. Voilà. Ouais, merci. Merci beaucoup. Là, on a Fidèle Ibuka. Vous avez levé la main? Alors, on vous entend pas. Je ne sais pas si votre micro, il faut peut-être changer le micro avec le micro de l'ordinateur. Là, vous m'entendez? Super, ça y est. Parfait. Donc, bon, je voulais partager mon avis sur le point environnemental, mais je rejoins Sylvain parce que dans le cas de Madagali, il avait été mis en rouge parce que des études d'eau souterraine n'avaient pas été faites. Et du coup, la législation devrait être renforcée et j'en viens à l'indicateur 12 du côté institutionnel pour aussi dire que sur ce point-là, pourquoi il avait été mis en rouge, c'est parce qu'il n'y avait aucune obligation de vérifier la qualité des équipements installés. Euh, du coup, oui, institutionnel. Du coup, le 9 et le 12 se rejoignent un peu parce que ce qui pêche, c'est soit les normes sont existantes et qu'elles ne sont pas vraiment respectées, ou soit elles sont inexistantes. Et je n'ai pas encore une idée très claire dans le cas de Madagali, mais dans tous les cas, si les normes sont existantes et qu'elles ne sont pas respectées, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'au niveau de la législation, il faut renforcer le contrôle. Et on rencontre souvent ça. Nous, dans notre cas, ça nous est arrivé plusieurs fois. On fait des projets, mais malheureusement, du côté des régulateurs, on n'a pas quelqu'un pour faire le contrôle des travaux qui se passent. De ce fait, les entreprises qui sont sur le terrain, elles font ce qu'elles veulent vu qu'il n'y a pas de contrôle derrière. Maintenant, dans le cas où à Madagali, ça serait dû au fait que la norme est inexistante, et ben là, c'est au législateur de commencer le travail de législation. Nous, dans notre cas, au Sénégal, en tant qu'ONG, il nous arrive de faire des plaidoyers pour que des normes soient introduites. À notre niveau, c'est tout ce que l'on peut faire en tant qu'ONG. Des plaidoyers pour que des normes soient introduites, mais je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Merci, merci pour ce partage, oui, et puis pour le rappel du contexte exact de Madagali. Effectivement, il y a une notion de normes et c'est là que effectivement les ONG peuvent avoir un impact pour faire du plaidoyer. Et d'ailleurs, souvent les clusters WASH, ils servent un petit peu à ça, c'est de se mettre à plusieurs ONG à faire un plaidoyer ensemble. On a plus de pouvoir qu'en étant juste une seule ONG. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, deuxième élément que vous avez discuté qui est important, c'est celui des lois qui sont pas forcément respectées et dont le gouvernement n'a pas spécialement la capacité de faire respecter ces lois. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en compte, hein. Parfois,
voilà, on est dans des contextes un petit peu compliqués, avec un gouvernement qui n'a peut-être pas, ou un gouvernement ou un ministère de l'eau qui n'a peut-être pas forcément les moyens de faire respecter les lois. Donc, bon, dans ce cas-là, on va devoir travailler avec ça, hein. Mais oui, ça peut expliquer cette note rouge, par exemple. Merci, merci beaucoup pour ce partage. Euh, Là, je voulais vous montrer un petit peu des éléments, du coup, enfin euh, alors, je vais les mettre en rouge, pardon, pour que vous voyez mieux. Je voulais vous montrer des notes qu'on a données dans ce profil graphique et on va essayer un petit peu de discuter ensemble, voilà, pourquoi est-ce qu'on a donné ces notes-là, mais également qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc là, c'est vrai on a donné une note, donc là c'est vert hein, pour la dimension sociale du point de vue des régulateurs et des investisseurs, donc globalement soit du point de vue du gouvernement, soit du point de vue, euh, soit du point de vue des ONG ou bien des partenaires techniques. Euh, mais de ce point de vue-là, donc là, c'est vrai que c'est vert, mais souvent, donc nous, ce qu'on peut dire là dans la partie d'amélioration, dans le cas de Madagali, c'est que donc les organismes de régulation, les investisseurs, ils pourraient bénéficier d'une formation sur la meilleure compréhension des perceptions et des attitudes des usagers, ainsi que sur la manière de développer des campagnes promotionnelles. Donc, pour développer peut-être dans un système PESS plus d'usagers, qu'il y ait plus de connexions, ou bien peut-être que les usagers consomment plus d'eau pour que le système soit plus durable. Voilà, peut-être que les organismes de régulation, les investisseurs pourraient bénéficier d'une formation. Donc ça, c'est un premier exemple. Alors, dans le cas de Madagali, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait donné une note neutre concernant le critère économique du point de vue des usagers. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait nous donner une raison potentielle de pourquoi et peut-être une suggestion pour améliorer cette note? Donc, on est sur une note neutre du point de vue des usagers. Est-ce Marion, est-ce que... que vous pouvez répéter les questions pour nous, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous avez des suggestions sur comment améliorer la note? Donc là, on est sur une note neutre. Donc, comment est-ce qu'on pourrait augmenter de neutre à positif euh, la durabilité économique du point de vue des usagers? Oui, Railway? Ok, merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, ici, je vois qu'en termes d'économie, les usagers ont mis la note neutre. Soit, peut-être, ils ne comprennent pas encore pourquoi ils doivent payer l'eau, ou soit pourquoi ils doivent payer pour telle technologie. Donc, à mon avis, ici, peut-être, c'est d'intensifier peut-être la sensibilisation envers ces communautés pour que, au moins, ils connaissent pourquoi ils doivent payer et s'ils connaissent déjà pourquoi ils doivent payer, du coup, ils seront motivés. Donc, je pense que ces notes, on peut facilement les basculer avec l'accent mis sur la compétence et la connaissance. Si on arrive vraiment à lever cet équivoque pour les usagers, je pense que c'est facile de basculer ça au vert. Merci. Ouais, c'est une super suggestion, merci. Merci, Railway. Euh, Là, on a, du point de vue du, de l'opérateur, dans la dimension économique, une note de point d'interrogation.
Donc une note, il faut plus d'informations. Quelle serait, selon vous, une suggestion ou une recommandation dans ce cas-là? Tom, peut-être que tu as une suggestion, toi. Je suis juste en train de voir euh, pourquoi cet indicateur est-il pertinente. Donc, je profite juste de poster ça. Ça va, Marion, si je mets ça dans le chat, ça vient de fichier Excel. Ouais, carrément. Attends. Donc là, vous allez voir que ça fait référence au fait que le fournisseur ou bien le opérateur, euh, c'est important qu'il peut, comment dirais-je, créer un service qui soit rentable pour le fournisseur. C'est bien ça, Marion. Le fait qu'ils vont gagner de l'argent, ils vont pouvoir générer suffisamment de l'argent euh, en jouant le rôle de gérant, de opérateur de système. Hmm. Oui, c'est ça. Et ça peut être, bah, comme on le disait au tout début de la réunion, Hmm. les opérateurs du système, ils peuvent être des opérateurs privés, ou bien ça peut être des comités de gestion qui sont gérés par la communauté. Donc ça ne veut pas forcément dire se faire de l'argent, ça veut juste dire qu'il y ait suffisamment d'argent disponible lorsqu'il y a une panne à réparer, par exemple. Et donc, il me semble que... Donc pour l'instant, Marion, en disant que actuellement, on sait pas si le système Adobe est rentable pour l'opérateur. Donc, on voudrait savoir, OK, quelles sont les informations qu'on a besoin pour savoir si le système est rentable ou pourrait être rentable dans l'avenir. C'est ça, la question? C'est exactement Ah, ça. merci. C'est exactement ça. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce que tu suggérerais, toi, Tom? Bon, je suis en train de regarder les fichiers Excel à nouveau, je trouve très utile. Euh, euh, d'abord, je pense que c'est OK, le coût, pour calculer le coût d'entretien ou d'opération de cette technologie pèse pour calculer, OK, pour que je gagne de l'argent, je dois fixer un tarif de quel montant? Je pense que j'imagine que c'est une première étape, j'imagine. Ouais, ouais, exactement. Mm. C'est, en fait, là, il faudrait faire une étude financière. Normalement, la plupart des bailleurs de fonds ou même le gouvernement, voilà, on reparlait des normes, encore une fois, Mm. normalement, dans les normes, ils devraient imposer une étude économique du système PES sur le long terme. Mm. C'est-à-dire qu'on va analyser la durée de vie des différents Mm. équipements. Alors souvent, on dit une pompe, bah voilà, en moyenne, il faut la changer tous les 8 ans. Un robinet, en moyenne, il faut le changer tous les 2 ans. Une vanne, c'est tous les 5 Est-ce ans, que c'est etc. comme, pardon pour prendre à nouveau l'idée de foot, mais par exemple Real Madrid, ils ont un nouveau entraîneur et d'abord il va évaluer son équipe. Ok, quels sont les joueurs qui vont durer une saison, 2 saisons, 3 saisons. Il faut décider, ok, pour le prix d'entrée dans le stade, pour que après 3 saisons, je peux remplacer l'attaquant Vinicius Junior. Et voilà, c'est un peu comme ça. C'est exactement ça, c'est exactement Hmm. ça. Donc on appelle ça une étude financière, une étude économique des systèmes PES ou des systèmes hydrauliques, hein. Ça fonctionne dans tous les systèmes d'approvisionnement en eau. Donc voilà, là, il faudrait réaliser cette étude. Et d'ailleurs, voilà, je me permets de rappeler que ça devrait être une norme que de réaliser une étude économique avant de soumettre un tarif quelconque. Allez, je retourne avec mes exemples. Bon, là, c'est un plus. Moi, ça m'intéresse pas de commenter les plus. Euh, donc là,
l'élément social du point de vue des usagers, il était noté à 0. Est-ce que vous vous rappelez de pourquoi c'est noté à 0 et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais regarder moi. Je rappelle, en gros, cette question, je vais la mettre dans le chat pour que vous vous rappeliez un petit peu. La question à laquelle on répond avec cet indicateur, c'est celle-là. C'est les utilisateurs ciblés expriment-ils un réel besoin pour les services fournis par cette technologie et sont-ils disposés à payer les dépenses d'investissement de fonctionnement et celles portant sur les grandes réparations? Oui, fidèle. Euh, je prends la parole pour cette question parce qu'on n'avait pas le même, dans mon modèle à moi, dans mon profil graphique et celui-là, on n'a pas la même chose. Dans mon profil graphique, j'avais mis du vert. Et en comparant, je me suis rendu compte que vous aviez mis le neutre parce qu'ils étaient réticents par rapport au cas de vol. Quand je faisais mon analyse, je m'étais dit, oui, certes, il y a des cas de vol, mais ça ne primait pas sur l'enthousiasme qu'ils avaient sur le fait que ça allait régler plusieurs problèmes. Du coup, c'est pour cela que j'étais partie sur le vert. Maintenant, si on part sur le neutre, comment le changer en positif? Ça serait de pouvoir, de trouver un moyen d'éviter les vols, vu que c'est les cas de vol qui ont entraîné le fait que vous l'ayez mis en jaune. Maintenant, peut-être mettre des systèmes anti-vol au niveau des installations solaires. C'est la solution que je proposerais parce que sinon, ça serait trop cher de vouloir se mettre dans des trucs d'engager un gardien et tout. Mais les systèmes anti-vol devraient pouvoir, pas forcément tout régler, mais au moins réduire les cas de vol. Ouais, merci. Merci, c'est une bonne suggestion. Et une bonne analyse du coup du cas de Madagali. Effectivement, la problématique était surtout la peur du vandalisme. C'est le cas dans beaucoup de systèmes PES, hein. Le vandalisme, c'est une grande peur et c'est aussi une réalité, hein, pour beaucoup de systèmes PES. Si c'est pas du vol, très souvent, c'est des enfants qui viennent jouer avec des cailloux à côté des panneaux solaires et qui jettent des cailloux sur les panneaux, ça finit par les casser, etc. Donc c'est une problématique qui est constante dans les projets PES et une suggestion, une recommandation à mettre en œuvre, c'est avoir une barrière tout autour de nos panneaux solaires qui soit assez élevée pour empêcher les jets de cailloux. Dans certains pays, on a des gardiens. Alors, c'est pas dans tous les pays, ça dépend un petit peu malheureusement des salaires minimaux. Mais c'est vrai qu'à Madagascar, moi je connais un petit peu le contexte, il y a très souvent des gardiens, c'est ce qui se fait. Après, dans d'autres pays, c'est peut-être, il y a pas forcément de gardiens. Mais en tout cas, il faut prévoir des barrières avec des cadenas pour empêcher les personnes de rentrer. On a Konaté qui nous dit pourquoi pas des matériels robustes et standardisés, utilisation d'équipements solaires simples, pompes au fil du soleil sans batterie qui sont complexes à remplacer, protection contre la poussière et les surtensions. Alors oui, l'utilisation d'équipements solaires simples, ça c'est aussi une solution. Euh, Effectivement, les batteries, c'est très recherché et on va avoir beaucoup plus de vols de batteries que de panneaux solaires. Donc, autant faire se peut utiliser des systèmes qui n'utilisent pas de batterie. Après, il y a des cas où, et vous le verrez peut-être dans la partie dimensionnement, il y a des cas où on sera obligé peut-être de mettre des batteries, mais vraiment, si vous pouvez, essayez d'éviter d'en utiliser pour éviter les vols. Euh, et puis, utiliser, alors les protections contre la poussière, en général, c'est plutôt ça, c'est plutôt le fait d'ajouter une pente
sur les panneaux solaires pour qu'ils se nettoient tout seuls quand il y a de la pluie. Alors effectivement, en saison sèche, il faudra quand même les nettoyer. Et protection contre les surtensions, c'est essentiel. Il faut obligatoirement en ajouter pour éviter de remplacer des éléments de manière non nécessaire. Donc oui, c'était une bonne, une bonne suggestion. Alors, je vais essayer d'avancer parce qu'on arrive un petit peu au-delà de l'heure. Euh, hop, ça c'était par rapport. Alors, le schéma correspond pas vraiment, mais en tout cas, l'image, il me semble que c'était plutôt sur tout ce qui est études hydrogéologiques, on en parlait tout à l'heure, dans la partie environnementale. Très souvent, il nous manque des informations sur l'état des nappes phréatiques. Ne pas négliger ces études. Euh, voilà. Le diapo 23, je pense qu'on voit les images de comment euh, éviter la poussière. Le poussière, voilà, on parlait de Ouais. la pente et tout, voilà. Mais je vous laisse, hein, Ouais, ça continuer. c'était l'étude, voilà, j'y viens. Ça c'était voilà, l'étude hydrogéologique, très importante pour évaluer si, de un, la technologie présente des risques négatifs sur l'environnement, mais également si l'état de la nappe phréatique menace la durabilité à long terme de notre système. Euh, donc là, on était parti dans la partie institutionnelle, légale, du point de vue des producteurs, des fournisseurs. Donc ça, c'est important, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, sur le fait qu'on aurait besoin d'un système qui permet de vérifier la qualité de la technologie fournie, et des personnes ou des entreprises qui effectuent les installations et les réparations. Très très souvent, dans beaucoup de pays, la qualité des panneaux solaires laisse à désirer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, il y a des fournisseurs qui vendent soit des panneaux solaires, soit des pompes sur lesquelles ils ont juste ajouté une étiquette d'une marque et en fait, c'était pas du tout la bonne marque. Donc, ils achètent des panneaux solaires qui très souvent viennent de Chine et qui sont pas forcément à la bonne puissance indiquée sur celle de l'étiquette. Donc voilà, il faut dans ces cas-là avoir un mécanisme en tout cas, national permettant de réguler et de vérifier la qualité des matériaux qu'il y a sur le marché. Donc ça, c'est des choses importantes. Et comme le disait Tom, une manière enfin, de lutter contre la poussière, hein, c'est effectivement de nettoyer, également d'avoir une pente. Là, on a une pente qui va dans ce sens-là. Voilà, la pente qui va dans ce sens-là, qui permet d'avoir un système entre guillemets auto-nettoyant. Alors, c'est pas idéal, il faudrait quand même nettoyer de temps en temps. Mais en tout cas, on peut venir avec juste peut-être un seau d'eau et une éponge, venir nettoyer les panneaux solaires pour enlever la poussière. Et donc là, on parlait bien de la partie connaissance et compétence de l'opérateur. Ok, donc le fait que l'opérateur soit sensibilisé à nettoyer les panneaux solaires pour la bonne utilisation de l'énergie solaire. Hop, euh, là, on en parlait tout à l'heure, c'était encore une fois la partie environnementale du point de vue du régulateur. Donc là, dans notre cas, c'était qu'on ne savait pas s'il existe des structures actives capables d'assurer le suivi et l'application des mesures de protection de l'environnement. Donc ça, c'était pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, la faible capacité légale du régulateur, donc soit d'appliquer les normes techniques, soit il n'y a pas de normes techniques. Voilà. C'est une manière de regarder. Hop.
Donc là, on est dans la partie connaissances et compétences du régulateur. On a une note rouge. Donc dans le cadre de Madagali, cette note rouge, elle était donnée principalement euh, aux mauvaises compétences des partenaires techniques. Donc on vous dit à un moment donné que l'entreprise qui a effectué la conception, le dimensionnement des PESS n'ont pas respecté les normes de conception. Euh, donc là, c'est une invitation à vérifier, en tout cas nous, quand on est ONG, bailleur de fonds, ou bien de la part de l'État, de vérifier que les entreprises qui construisent ces systèmes le font bien en conformité avec les normes en vigueur. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. J'ai pas trop suivi le chat pour l'instant. Il y a juste deux questions, deux commentaires de la Ouais. part de euh, Abdramane et ensuite Absatou. Ah oui, Abdramane qui nous dit il est nécessaire de sensibiliser la communauté et de mettre en place une gestion communautaire afin que la communauté participe à la durabilité. Euh, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a, comme on le disait au tout début, il y a plusieurs modalités de gestion hein, des systèmes. On pense très souvent à la communauté et on pense très peu à des opérateurs privés. Euh, Quand on parle de petits systèmes en zone rurale, c'est vrai que la communauté, elle a très peu de... Quand on parle, hein, encore une fois, des compétences et connaissances, la compétence connaissance, une communauté, voilà, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de formations pour que les usagers de la communauté soient capables de gérer un système. Parfois, l'utilisation d'un opérateur privé peut éviter ces problématiques si l'opérateur est déjà un petit peu formé au système PES, hein. Mais effectivement, il faudrait que la communauté quand même sache un petit peu comment ça marche. Hop. Et on a Madame Sek Abastou qui nous dit sensibilisation de la communauté pour l'appropriation du PESS car les voleurs sont souvent de la communauté et initier des actes de bénévolat pour le gardiennage. Alors oui, effectivement, la sensibilisation sur l'appropriation du PESS, c'est très important pour éviter le vandalisme et puis le vol de manière générale. Effectivement, dans des zones rurales un petit peu reculées, les voleurs sont très très souvent ils font partie de la communauté. Donc, si la plupart des personnes sont sensibilisées sur l'importance du PESS, sur l'importance de l'eau potable, sur la santé, en général, on a moins d'actes de vandalisme. Donc ça, c'est important. Et du coup, Madame Sekabastou, il y a Tom qui vous posait la question de est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de systèmes solaires où on peut recharger les téléphones afin de générer un petit revenu supplémentaire. Ou les autres, hein. Est-ce que vous avez déjà vu des systèmes solaires où on ajoute une petite borne de rechargement de téléphone portable? Et est-ce que ça marche chez vous? Oui, merci. Bon, comme je n'ai pas levé la main, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Merci. Ouais, comme je disais, ça fait déjà presque mes sixième expérience en termes de service PS ici à l'Est. On avait essayé ce que Monsieur Tom disait, mais c'est vraiment une mauvaise souvenir car la personne ou le gardien ne passera son temps seulement qu'à décharger les backups afin de charger les batteries que les gens les amènent, que ce soit les ordinateurs, les téléphones. Donc, les batteries n'auront pas le temps de bien se charger par intérêt individuel. Ça, j'avais essayé quand même ici à l'est, dans la zone de Farchana, mais ça n'a pas du tout marché. Ce que Fidel disait avant sur ce qui est vert, ça, c'est des cas récurrents, surtout les vols de panneaux. Je n'ai que des mauvais souvenirs avec
les vols des panneaux et les vols des backups. C'est surtout ça que nous rencontrons trop au Tchad. Peut-être on va voir la technologie de blindage pour ne pas que la personne puisse au moins voler les panneaux. Même malgré que nous mettons des gardiens, le temps que le gardien bouge un peu, il y a des actes de vandalisme qui arrivent fréquemment. Donc ça nous laisse vraiment des fils à retordre à chaque fois comme nous on sous-traite avec les entreprises. Si c'est l'acte de vandalisme, du coup l'entreprise il dégage sa responsabilité de là. Parce qu'il dira du coup que la panne ne provient pas du matériel, mais ce n'est que des actes de vandalisme et de vol, donc il ne peut rien. L'organisation est obligée encore de chercher d'autres coûts additionnels pour remplacer d'autres panneaux solaires ou d'autres batteries. Merci bien. Ok, non, merci à vous. Merci à vous pour cet élément. Effectivement, hein, le vol, c'est important, surtout j'imagine, dans le contexte tchadien, de camps de réfugiés, c'est très souvent, où du coup les populations n'ont pas beaucoup de revenus. J'imagine que c'est d'autant plus une problématique. Est-ce que dans votre contexte, les populations payent pour le service de l'eau ou pas? Au Tchad, si on est dans la zone de développement, comme je disais, nous on fonctionne avec deux contextes différents. Si on est dans la zone de développement, l'État tchadien, à travers le ministère de l'eau et de l'énergie, impose un quota à la communauté de verser cela pour les coûts d'entretien. Si c'est les pompes manuelles, ça peut aller autour de 150 000. Cet argent, une fois le projet remis à la communauté, servira pour acheter des pièces de rechange et réparer au fil du temps quand l'ouvrage sera tombé en panne. Mais la sensibilisation pour continuer à cotiser demeure. Ça, c'est dans le développement. Mais tandis que dans la zone d'humanitaire, où la réponse va vite, la communauté, surtout les réfugiés, ils ne payent pas l'eau. Donc, si ça tombe en panne, ou soit HCR revient pour réparer à travers son partenaire, ou soit l'organisation en charge est dans la zone, il revient toujours pour réparer. C'est fréquemment ce que nous rencontrons malheureusement. Ok. Oui, c'est vrai qu'effectivement dans les contextes humanitaires, hein, on l'a vu, lorsque les communautés ne payent pas pour le service, souvent on a une mauvaise appropriation des systèmes et du coup potentiellement beaucoup plus de vols et surtout dû au fait que ce sont des populations très vulnérables avec peu de revenus. On est dans des situations où effectivement il y a beaucoup de vols. Fidèle, vous avez levé la main? Oui, par rapport au coût de l'eau, dans les contextes lesquels j'ai travaillé, les populations rurales donnent une contribution qui est gérée par ce qu'on appelle chez nous les comités de gestion d'eau. Euh, dans certaines zones, ces fonds, ce que payent les utilisateurs, les acheteurs, permettent de couvrir les besoins en réparation et tout, en entretien. Mais le plus grand problème qu'on a, c'est plutôt une mauvaise gestion de ces fonds par les comités, en fait. On a eu énormément de détournements des caisses et consorts. Et cela a finalement induit dans certaines localités que les populations avaient décidé d'arrêter de payer l'eau parce qu'ils ne comprenaient pas comment se faisait-il qu'ils payent de l'eau, mais que quand il y a des réparations, on leur disait que les caisses ne permettaient pas de financer les réparations. Du coup, dans notre cas, c'est plus des problèmes de détournement de la caisse que des comités de gestion qu'on a. Et franchement, c'est compliqué à régler. C'est très compliqué à régler. Oui, pardon, je n'avais pas trouvé mon mute. Ah, oui, j'imagine que c'est compliqué à régler. Est-ce que vous avez des expériences où ça a été réglé et comment ça a été fait? Bon, il y a eu deux villages à l'est de Thiès dans lesquels ça a été réglé. Mais ça, c'est parce que
c'est le chef de village, les chefs de village eux-mêmes qui se sont levés, qui sont allés porter plainte. Eux, ils ont pris les choses en main, ils sont allés porter plainte et la gendarmerie a fait son travail et le problème a été réglé. Et je pense que depuis, dans ces deux villages, depuis lors, parce que ces deux villages partagent le même comité de gestion, en fait. Vu ils sont super proches, donc ils partagent le même comité de gestion. Donc, ce qui fait que je pense que depuis lors, dans cette zone-là, comme ils se disent que à tout moment, la gendarmerie peut intervenir, du coup, là, la gestion est très réglo. Dans les autres cas, c'est plus compliqué parce que les membres du comité de gestion sont des parents de ceux qui sont censés contrôler ce comité. Donc là, c'est un peu plus sensible, par contre. Ouais, ok, ok. Mais ce que vous dites, c'est très important parce que du coup, on voit que dans le cas où on a un chef de village qui est très impliqué, en fait, les problèmes se règlent plus facilement que dans le cas où on a peut-être des conflits d'intérêts. Donc là, ça revient bien à la dimension, on en revenait tout à l'heure, hein, la dimension régulateur, investisseur et social, en fait, hein. Finalement, c'est cette dimension-là. C'est le régulateur enfin, ouais, le chef de village, on peut un petit peu l'appeler le régulateur, si je puis dire. Et c'est la dimension sociale ou bien la dimension quasiment peut-être institutionnelle, légale. Donc c'est le chef du village qui est le régulateur qui a permis de faire respecter la loi finalement. Donc c'est intéressant de voir ces éléments-là et dans les cas où il y a peut-être plus des conflits d'intérêts, donc un comité de gestion qui est peut-être un peu relié au régulateur. Là, dans ce cas-là, c'est un petit peu moins durable. Donc, c'est important de voir ça. Je crois qu'on avait Dola en premier qui levait la main. Oui, merci. C'est la partie que je voulais ajouter que Ibuka vient d'ajouter. D'abord, lorsque le système marche et les pannes ne sont pas fréquents, les comités de gestion supposent qu'il n'aura jamais de panne. Donc, les fonds qui sont mis à disposition sont détournés, mal gérés. Et le jour où il y a un problème, on se trouve qu'on a payé pour l'eau pendant des années, donc on ne trouve plus de l'argent. Et en plus de ça, on ajoute l'aspect qu'elle vient d'ajouter, conflit d'intérêt, où euh, celui qui est dans le comité est le cousin du chef ou vient de telle autorité. Donc, ces aspects, on n'arrive pas à trouver des solutions dessus. Bon, ça remet en cause l'aspect financier où prochainement qu'on demande aux gens de payer, ils disent on paye, mais quand il y a un problème, on n'a personne pour le résoudre. Mais c'est pas euh, c'est pas une raison pour qu'on puisse baisser les bras sur le fait que même si Dieu donne l'eau, il ne donne pas les tuyaux, il ne donne pas euh, les, les panneaux et que le service d'eau a un coût et donc trouver un moyen de rendre la gestion un peu plus saine et pour qu'on puisse avoir un service d'eau géré en toute sécurité en demandant aux communautés, aux individus de contribuer au coût de l'eau. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, merci pour cet ajout. Euh, on avait Madame Sekawastou qui voulait parler. Oui, merci Mario. Oui, c'est dans le même pièce que je vais insister par rapport au système qu'a évoqué Fidèle. Donc, on sait ici dans notre zone d'intervention que la gestion communautaire a toujours des problèmes. Quand on concède ces infrastructures à la communauté, à la longue, c'est des détournements de fonds, c'est des actes de vandalisme et tout ça. Et pour régler ce problème, en général, le régulateur qui est l'État opte pour des solutions d'affaires-manche. Donc, on prend les infrastructures, on le confie à un opérateur privé qui gère, parce que si on le confie à un opérateur privé qui n'ont aucun lien avec la communauté qui est sur place, donc ils seront obligés de payer à cet opérateur
que s'il y a un défaut de paiement, on coupe les robinets, en tout cas dans les zones que nous évoluons. On a vu qu'avec la gestion de la communauté, on a eu beaucoup d'échecs par rapport à nos infrastructures. Maintenant, si on le confie à un opérateur privé qui gère les redevances hydrauliques, qui gère la maintenance, l'exploitation et même le renouvellement, avec des zones pilotes qu'on a initiées, on a vu qu'on a eu vraiment des réussites à ce niveau. Merci. Ouais, merci, merci beaucoup pour ce partage. Merci. Oui, Dola disait la solution, souvent, c'est un affermage et le partenariat public-privé. Donc, ça revient un petit peu à ce que vous disiez jusqu'à présent. C'est vrai que c'est pas toujours une solution, mais des fois, quand on a un opérateur privé qui, du coup, a peur de perdre de l'argent, ça aide un petit peu à ce qu'il y ait peut-être moins euh, de conflits d'intérêts ou de choses comme ça. Ou alors, voilà, quand il y a une gestion communautaire, il faut qu'elle soit très encadrée. Et on revient sur la partie vraiment légale, institutionnelle, légale, qui parfois est un petit peu sous-estimée, mais c'est une partie très importante. Il faut que, OK, s'il y a une gestion communautaire, il faut qu'elle soit très encadrée, il faut qu'elle soit respectée, etc., etc. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. On arrive à la fin de notre présentation pour aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, donc ce sera la dernière semaine du cours, semaine du 17 au 23 août, on verra le module 4 qui sera un petit peu sur la partie finale. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu quelles sont les recommandations pour les améliorations aujourd'hui, bah, c'est quoi les améliorations sur le long terme? Quelles sont les prochaines étapes hein, finalement? Et est-ce qu'on y dira vraiment la question à laquelle on répondra vraiment? Je ne sais pas si je l'ai mise. Je crois que c'était au tout début qu'on en a parlé. La question à laquelle on répondra vraiment, c'est... ah oui, c'était dans les objectifs d'apprentissage du cours, pardon. Ce sera celle-là, hein. C'était vraiment comment, dans vos différents pays, promouvoir les PESS comme un moyen d'améliorer la durabilité et l'équité des systèmes d'approvisionnement en eau. Donc ce sera voilà, la partie finale de ce cours la semaine prochaine. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas encore là au tout début du cours, voilà, hein, si vous êtes un petit peu en retard, si vous êtes encore au module 2, eh bien, essayez d'appuyer un petit peu sur la pédale pour avancer, essayez de rattraper votre retard, puisque voilà, la semaine prochaine, ça sera la dernière semaine. Vous avez encore le temps, peut-être cette semaine, ce week-end, pour rattraper votre retard, si jamais. Et puis, bah, le temps qu'il y ait peut-être des questions qui se posent, le webinaire hebdomadaire, pardon, c'est pas ça que je dis, c'est mardi. Les horaires sont pas du tout les bons, c'est celui de l'année dernière, excusez-moi. Donc le webinaire, il sera enregistré, il sera disponible sur la plateforme. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu ou pas vu en entier, pour ceux qui nous ont rejoint quoi à la fin, vous pourrez le regarder. Je ne sais pas s'il y a des questions, Tom, si tu as vu des choses peut-être dans le chat ou si tu as des questions toi-même. Et s'il n'y a pas de questions, Tom et moi, on va peut-être rester juste 5 minutes. Mais celles et ceux qui veulent quitter, vous pouvez quitter la réunion et nous, on reste 5 minutes. Si jamais il y a des questions supplémentaires, on reste disponible. Bonne journée à tous. Merci. Merci.
Merci et à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée. Merci, bonne journée, à la prochaine. Merci Valérie, au revoir. Merci. Au revoir et bonne suite de journée à vous. Vous aussi. Également, au revoir.